des premiers aspects dont on doit se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, les objectifs de l'accord de Paris sont hors d'atteinte. Parce que le grande leçon du Covid pour moi, c'est que les émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année 2020 ont baissé de 6,5%. C'est-à-dire le rythme qu'elles devaient suivre pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et on a bien vu que la seule manière d'arriver à ce niveau de baisse des émissions, c'était globalement de mettre l'économie à l'arrêt et de confiner chacun chez soi pendant une bonne partie de l'année. Et que personne évidemment ne souhaite voir cela se reproduire. Or, si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut vivre chaque année en confinement jusque 2030. Et on sait bien que ce n'est pas possible. Et donc je crois qu'il y a une sorte de test de réalisme d'abord à accepter l'idée que nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et donc à mettre le paquet pour ce qui concerne l'adaptation aux impacts du changement climatique. Je pense que le fait de ne pas atteindre les objectifs de Paris, ce n'est pas en soi la fin du monde, c'est simplement la nécessité de revoir notre stratégie et de réaliser qu'il y aura un certain nombre d'impacts du changement climatique auxquels nous allons devoir nous adapter. Et ces impacts, notamment dans les villes, ça va toucher notamment une plus forte fréquence, une plus forte intensité de précipitations exceptionnelles, dont le rythme va doubler, voire tripler, et une plus forte intensité, une plus forte fréquence de canicules. Et les villes ont heureusement certains moyens pour s'adapter à ces risques d'inondation ou à ces risques de canicule. Mais ça va aussi redéfinir une partie de l'habitat en milieu urbain. De surcroît, la crise du Covid nous montre que pour toute une série d'entreprises, le travail et la présence au bureau ne va plus être obligatoire tous les jours, que toute une série de formes de télétravail vont être possibles et que donc il va être possible pour beaucoup de décorréler leur lieu de résidence de leur lieu de travail. Et donc ça va redéfinir quelque part l'espace urbain en ville. Potentiellement, ça va permettre de créer davantage d'espaces verts, davantage de parcs qui pourront limiter l'effet des vagues de chaleur en milieu urbain. Et je crois que ça va permettre de redéfinir aussi certains plans d'urbanisme, notamment quant au fait que dans beaucoup de villes, il y a beaucoup d'habitations qui sont situées en zone inondable ou en zone très exposée aux impacts du changement climatique. Il y a parfois certaines formes d'injonctions contradictoires dans la crise du Covid par rapport au rapport du GIEC. C'est certain que la crise du Covid nous enseigne quelque part à prendre davantage de distanciation sociale et donc quelque part à favoriser l'habitat individuel qui permet aussi plus d'espace et plus d'aération. Or on sait que pour le climat, l'habitat collectif est nettement meilleur, nettement préférable à l'habitat individuel. Pour le climat, on sait aussi qu'il faut davantage prendre les transports en commun. Or on sait que c'est aussi un des lieux de contamination du virus. Et j'ai envie de dire que la leçon qu'on a voulu tirer aussi de la crise du Covid, c'est que face à un danger très proche et immédiat, il nous était possible de prendre des mesures radicales, très contraignantes, très coûteuses aussi, pour quelque part essayer d'éviter ce danger proche et immédiat. Et il faut sans doute nous interroger sur ce qui fait que nous voyons encore les impacts du changement climatique comme des impacts distants dans le futur, ou distants parce qu'ils affecteraient en priorité d'autres que nous, notamment dans des pays lointains, et que cette distance nous empêche sans doute de prendre aujourd'hui des mesures suffisamment radicales que pour éviter une série de ces impacts. C'est sûr que le concept de ville du quart d'heure, donc l'idée de trouver tous les commerces et tous les services à moins d'un quart d'heure de marche de chez soi, est une idée quelque part très forte et pour le climat aussi très prometteuse puisque ça réduit beaucoup le besoin de transport. Mais le problème c'est que nous avons tellement encouragé l'étalement urbain au cours des dernières années, nous avons tellement encouragé les logements et les activités économiques en zone périphérique des villes que quelque part si nous limitons l'offre de transport en zone de la ville du quart d'heure, nous risquons aussi d'accentuer un certain nombre d'inégalités sociales et en quelque sorte de réserver les services et les commerces accessibles à moins d'un quart d'heure à pied à l'hypercentre des villes qui aujourd'hui est accessible surtout aux catégories les plus nanties de la population, tandis que les autres qui habiteraient en périphérie ou dans les banlieues risqueraient quelque part d'être contraints à utiliser encore les transports pour se rendre auprès de ces commerces et de ces services, transports dont le besoin diminuerait si la demande des populations nanties diminue, et de surcroît, des transports qui, on sait, sont souvent des transports motorisés, faute de réseau suffisant de transports en commun. Et donc,
les populations, je dirais, des classes moyennes inférieures ou les plus pauvres, se retrouveraient à devoir assumer sur leurs épaules, quelque part, le poids de polluer davantage, d'avoir une empreinte carbone supérieure à celle des populations nantis qui auraient les moyens de se payer un logement dans l'hypercentre. J'aurais envie de leur dire qu'il y a un très grand nombre de synergies possibles entre les politiques climatiques et les politiques migratoires ou les politiques d'intégration. Très souvent, que ce soit pour le climat ou pour les migrations, ce sont les villes qui sont aux avant-postes et ce sont les villes qui très clairement doivent gérer les impacts du changement climatique, mais doivent aussi gérer l'accueil des exilés, gérer l'intégration. Or, très souvent, ces politiques sont décidées au niveau national sans que les maires ou les responsables de planning urbain n'aient vraiment leur mot à dire. Or, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de synergies qui sont possibles entre des politiques qui favorisent l'intégration des exilés, qui souvent sont relégués aux quartiers périphériques, et les politiques climatiques, que ce soit en matière d'atténuation ou en matière d'adaptation. Et donc, il y a une vraie nécessité, à mon avis, d'intégrer ces deux types de politiques qui sont aussi, au final, des politiques d'égalité.